Ouais, ouais, non, ça va pas là. Ouais, je viens de me faire larguer là. Ouais, franchement, c'est chaud. En plus, on m'a traité de pédophile, quoi. Genre, je vois vraiment pas comment elle peut connaître ce mot à 8 ans, quoi. Ouais, je sais, je téléphone avec un désodorisant pour chiottes. Senteur citron vert. Mesdames et messieurs, bonjour, et comme dirait un bon ami, Hello there. bienvenue sur 12 par sec pour cette nouvelle vidéo qui s'annonce d'ores et déjà incroyable. Alors aujourd'hui, cet épisode est un peu spécial. Faut vraiment arrêter avec cette phrase à la con, les mecs. On va essayer d'analyser toutes les planètes et autres mondes présents dans la grande saga Star Wars, ou plutôt Star Wars, comme dirait mon père. Ah, c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait avec les Star Wars, là. Vous connaissez ma passion pour cette merveilleuse saga cinématographique, avec son histoire incroyable, ses personnages de légende, ses costumes somptueux. Ouais, on lui mettrait bien une petite pétée à celle-là aussi. Non mais oh, un peu de respect, hein. Elle est morte en plus. Non, restons dans le présent, il y a de très jolies choses aussi, hein. Ah, c'est sûr que celle-là, si je la croise... Mais surtout, ce qui est beaucoup trop mortel dans Star Wars, c'est tout l'univers qu'ils ont créé avec les plusieurs dizaines de planètes. Et justement, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est de savoir si ces nombreuses planètes et autres lunes qu'on voit à l'écran pourraient réellement exister dans la vie. La vraie vie, hein, la vraie vie de tous les jours, quoi, avec les impôts, tout ça, quoi. C'est pas un pur sujet de vidéo, ça? Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on commence maintenant. Alors, avant de commencer, il faut toujours que je vous dise un truc, évidemment comme d'habitude. Comme je l'ai fait pour mes deux dernières vidéos sur l'astrologie, cette vidéo sur les planètes de Star Wars sera également en deux parties. Oui, je sais, c'est un peu chiant les vidéos en mode partie 1, partie 2 sur YouTube. Moi-même, je suis pas super fan de ça. Mais je vous jure qu'en ayant retourné le problème un peu dans tous les sens, comme j'ai fait avec ma femme, j'ai pas trouvé d'autre solution. En fait, pourquoi? Parce que si on ne prend en compte que les films Star Wars, et uniquement les films, à savoir les épisodes de 1 à 8, plus Rogue One et Solo, et bien sûr Star Wars Holiday Special, et qu'on occulte volontairement les séries Clone Wars et Star Wars Rebels, et qu'on ne parle pas non plus de l'univers étendu, qui de toute façon aujourd'hui n'est plus canon, qui ne fait plus partie officiellement de l'histoire, est-ce que vous savez combien de planètes on visite dans Star Wars? 34 planètes. 34. Et ouais les cousins, de Tatooine à Coruscant, en passant par Hoth, Mustafar ou Kamino, mais aussi Scarif, Corellia, Acto, Savarine, Cantonica, Alderaan, Crate, Migeto, Jedha, Bespin, Idou. Bon ça, j'ai pas non plus toutes les faire, merde. Tous les personnages qu'on voit évoluer dans les 10 films Star Wars vont passer par quelques 34 planètes. Et encore, je parle même pas de celles qui sont simplement citées ou évoquées. À ce moment-là, on arrive à 50. Et au lieu de vous faire une vidéo de 35 minutes sur 35 planètes, ce qui ferait environ 1 minute par tête de pipe, je vais en faire deux de 35 minutes aussi. Avec 29 minutes de pub que vous pourrez pas passer. N'y voyez aucune malice, hein. C'est juste que ce sera plus simple à regarder. Un autre truc à dire très rapidement, c'est que quand je dis qu'il y a 34 planètes, je sais bien que ce ne sont pas toutes des planètes à proprement parler. Oui, parce que je vous vois venir, bande de blaireaux. Vous allez tout de suite me dire, oui, Endor c'est pas une planète, c'est une lune qui orbite autour de la planète Endor. Yavin 4 c'est pareil, Mustafar c'est pareil. Oui, l'anneau de Kephren c'est pas une planète, c'est un astéroïde. Oui, de toute façon la Terre est plate, on n'a jamais marché sur la Lune et l'astrologie ça marche. Oui bah c'est bon, je sais que c'est pas toutes des planètes. T'énerve pas? Non mais ça m'énerve. Enfin bref, parler de ces planètes c'est une chose, mais essayer de les analyser un petit peu en se demandant si elles pourraient exister, avec tout ce qu'on sait déjà des planètes de notre système solaire, plus les quelques 4000 exoplanètes qu'on a déjà découvert, bah là, ça peut être un peu intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ça va vraiment être génial. Allez, on va d'abord commencer par la catégorie des planètes que j'ai appelées les planètes ultra carrément possibles. Vraiment. On pense même totalement qu'il y en a qui existent et qui pourraient ressembler aux planètes de Star Wars. On parlera ensuite des planètes qui sont peut-être éventuellement possibles, mais c'est quand même pas sûr. C'est une catégorie officielle, hein, des planètes de la NASA. Cette phrase ne veut rien dire. Et on terminera enfin avec les planètes qui sont littéralement du foutage de gueule. Le truc un putain de possible que ça existe. Là, quand tu vois le truc, tu sais que les gars, ils cherchent pas à faire un documentaire scientifique. Bon, après, c'est sympa aussi, hein. Quand tu prends pas en compte les réalités scientifiques, ça te permet d'inventer tout un tas de trucs de dingue, hein, et puis de laisser libre cours à ta créativité et ton imagination. Hein. Bon, et puis après, on sait pas non plus, hein. Vu les milliards et milliards de planètes qui sont censées exister dans les milliards et milliards de galaxies, faut jamais dire jamais. Hein. Jamais dire jamais. Oui, celle-là, je l'avais déjà mise une fois, mais je l'aime bien. Ça me rappelle des souvenirs. Alors déjà, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les planètes de Star Wars, il y a un truc un peu spécial. C'est que quasiment toutes les planètes qu'on voit n'ont qu'un seul type de paysage. Il y a des planètes déserts, des planètes océans, des planètes de forêt, de lave, de glace, de villes, des planètes avec des trous, aucun sens. Avec des trous. Non mais c'est un peu bizarre quoi, je veux dire, c'est un peu simpliste. En même temps, les mecs, dites-vous bien qu'ils font ça pour nous, hein. Bah c'est pour qu'on les reconnaisse plus facilement. Tu te rappelles peut-être pas du nom, mais au moins tu te rappelleras que c'est sur le truc de la planète avec la glace. Bah c'est sûr que si toutes les planètes avaient toujours tous les types de paysages tout le temps partout, bah on reconnaîtrait plus rien. On se dirait tout le temps, putain mais ils sont où là encore, merde. Autant en faire une seule, et l'histoire se passe sur une seule planète, et juste ils vont partout quoi, je veux dire, comme nous. Mais d'un autre côté, en fait, c'est pas forcément un problème ça. Tout simplement parce que c'est finalement peut-être bien comme ça que ça se
se passe en vrai. On est quasiment sûr qu'il existe des planètes océans, des planètes de lave, des planètes de glace, des planètes avec des trous. Mais c'est vrai que si on compare avec la nôtre, puisque c'est quand même celle qu'on connaît le mieux, ça fait un peu réducteur. Et en vrai, c'est d'ailleurs ça qui est un peu paradoxal, c'est que si justement nous on a tous les types de paysages sur notre planète, pour l'instant, presque toutes les autres planètes qu'on a découvertes, on a un peu l'impression que ce seraient des planètes avec un paysage unique. Et puis de toute façon, on n'a même pas besoin d'aller si loin, il n'y a qu'à juste regarder les planètes de notre système solaire, et même les lunes. Vous prenez Mercure, Vénus et Mars, pour ne citer qu'elles, à part 3-4 trucs qui changent, on pourrait presque dire que c'est un paysage unique partout. Donc, on commence par la catégorie des planètes qui sont carrément possibles qu'elles existent en vrai. On peut le dire comme ça, j'ai vérifié. Tout simplement parce qu'elles ressemblent beaucoup à la Terre. Si on regarde des planètes comme Naboo, Alderaan, Yavin 4 ou Takodana, ce sont toutes des planètes avec les mêmes paysages qu'on a sur Terre. Dans cette scène-là où on voit des montagnes, des lacs... C'est merveilleux. C'est clair, on a vraiment l'impression d'être au lac de Côme en Italie, quoi. En même temps, ça a été tourné là-bas, donc c'est peut-être pour ça que ça ressemble beaucoup. Et dans un autre style, si Alderaan ressemble beaucoup à la Norvège, c'est parce que c'était tourné en Suisse. Et si les mines de Kessel ressemblent beaucoup à Rouen, c'est parce que c'était tourné là-bas très récemment. Tiens, parlons d'Alderaan, par exemple. Alderaan, c'est une planète qui est jumelle de la Terre. Elle a exactement le même diamètre, elle tourne autour d'une étoile qui est semblable au Soleil, et il y a à peu près 2 milliards d'êtres humains qui vivent dessus. Dans Star Wars, c'est une planète très connue parce que c'est de là que vient le sénateur Bail Organa, grand sénateur, et père adoptif de la princesse Leia. C'est pour ça qu'elle s'appelle Leia Organa au début. On le voit là donc au premier plan, regardez la gueule du mec derrière, quoi. On dirait Gérard Depardieu avec les oreilles de Jar Jar Binks. Mais en tout cas, si la Terre existe et qu'elle doit certainement pas être la seule dans ce cas, on peut tout à fait imaginer qu'une planète comme Alderaan puisse exister aussi. Il suffirait qu'elle soit dans la zone habitable de son étoile, ni trop près ni trop loin pour pouvoir avoir de l'eau liquide à sa surface, qu'elle existe depuis très longtemps, parce qu'on sait aussi que la vie met très longtemps pour évoluer, et hop, en avant Guingamp, en 2 coups de cuillère à peau, des civilisations apparaissent. Bon, c'est extrêmement raccourci, mais au vu du modèle qu'est le nôtre, Alderaan, c'est vraiment pas la plus dingue des planètes qu'on ait vues dans Star Wars. En plus, on a découvert en 2014 la toute première exoterre, c'est-à-dire une exoplanète réelle, qui serait quasiment jumelle de la Terre. Elle s'appelle Kepler 186f. Elle aurait exactement la même taille que la Terre, elle serait située dans la zone habitable de son étoile, et on pense aujourd'hui que ce serait une planète rocheuse recouverte d'un océan. Les gars, on n'est pas les seuls, je vous le dis, il y a du monde là-haut. Personnellement, je sais pas, je présume de rien. Mais tu le penses. Évidente est ta conviction. Ouais, non, c'est vrai. Et c'est pareil pour Naboo, qui est à la fois une planète terrestre et marine, dans le sens où il y a des civilisations qui vivent sur le sol, les humains, et d'autres sous la mer, les Gungans, comme chez nous en fait. Naboo aussi est une planète très connue, puisque dans la saga de Star Wars, c'est un peu d'elle que tout part. Tous les vaisseaux, toutes les navettes, tout part de Naboo. Bon, sauf lui, il va pas partir très loin. Lui. Non, mais Naboo, c'est quand même la planète natale de 3 des plus grands personnages de la saga, Padmé Amidala, l'empereur Palpatine, et puis Jar Jar Binks. Alors il n'y a pas vraiment de choses à analyser sur Naboo, si ce n'est que c'est une planète un petit peu comme Alderaan, jumelle de la Terre, presque même diamètre, même type d'étoile, même type de paysage, des plaines, des cascades, des montagnes, et des mecs qui font du rodéo sur des espèces d'énormes couilles sur pattes. Naboo est donc une planète type planète Terre, qui pourrait bien exister aussi quelque part, et qui serait, ne nous mentons pas, un endroit idéal pour que l'humanité aille s'y poser une fois qu'on aura bien foutu en l'air notre planète à nous, et comme on refera certainement pareil là-bas, et bien grâce à nous, les humains, une planète comme Naboo ressemblera en seulement quelques siècles à une planète comme Corellia. Dans la même catégorie, parlons maintenant un peu d'une lune. L'une des lunes les plus connues de toute la saga Star Wars parce qu'elle a longtemps abrité la base des rebelles, Yavin 4. On la voit dans l'épisode 4 et aussi dans Rogue One évidemment puisque ça se passe juste avant. Alors Yavin 4 est une lune, l'une des 26 lunes de Yavin, mais il n'y en a que 3 d'habitables, Yavin 4, Yavin 7 et Yavin 13. D'ailleurs c'est marrant, là on se voit très bien qu'ils se font pas chier pour les noms, je veux dire des lunes, c'est juste le nom de la planète et des chiffres derrière. Cela dit, c'est vrai que c'est pas bête, je veux dire au moins ça t'évite de devoir trouver des noms de je sais pas quel dieu à la con. On pourrait très bien faire ça pour Jupiter ou Saturne, qui ont plus de 70 satellites. En tout cas, au lieu de les appeler Io, Europe, Ganymède, Callisto, Titan, Encelade, Japet, Janus quoi. Mais pourquoi ils ont ajouté un J? On pourrait très bien les appeler Jupiter, 2, 3, 4, 5, Saturne 6, 7, 8, 9, et ce serait très bien comme ça. Bon, après, c'est vrai que des fois, on en trouve d'autres plus tard qui finalement se trouvent entre ceux qu'on a déjà découverts, donc il faudra peut-être refaire les chiffres, en fait, ce serait chiant aussi. Alors, dans Star Wars, il est dit que Yavin 4 est une lune qui est un peu plus petite que la Terre, ce qui veut dire que quand on voit cette image-là, étant donné la taille de la planète Yavin derrière, qui a l'air absolument énorme, on peut en conclure que Yavin, la planète gazeuse, est beaucoup plus grosse que Jupiter. A priori, on pourrait même imaginer que Yavin n'est même pas une planète, mais peut-être plutôt une étoile. Alors, une étoile pas comme le Soleil, on pourrait imaginer que ce soit une naine brune. Qu'est-ce que c'est quoi donc? Une naine brune, c'est en quelque sorte une espèce d'étoile avortée, quoi. C'est une étoile qui a foiré. Elle a essayé de faire comme les plus grandes, elle a commencé à rassembler le matos et tout, elle a commencé à bosser un peu, mais finalement non, ça a foiré, c'était nul. Un peu comme si les étoiles c'était Marvel et les naines brunes c'était Suicide Squad, quoi.
Le truc, c'est qu'on sait qu'il pourrait peut-être exister des planètes autour de naine brune, parce qu'on a récemment découvert des grains de poussière qui tournaient autour de naine brune. Bon, c'est de l'ordre du millimètre bien sûr, mais ça représente quand même la première phase de création d'une planète rocheuse. Et tout ça, ça laisse à penser que des planètes pourraient se former autour de naine brune. Donc dans l'absolu, Yavin 4 pourrait exister. En plus, comme les naines brunes sont plus petites que les étoiles classiques, elles émettent donc moins de chaleur, ce qui expliquerait pourquoi on voit Yavin aussi grosse dans le ciel de Yavin 4. Pour que la vie s'y développe, en fait, la zone habitable serait beaucoup plus proche de l'étoile que nous on l'est de notre soleil. Et ça existe, hein, des schémas comme ça, on en a partout. Il suffit simplement de prendre la première étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure. Elle est située à seulement 4 années-lumière de nous, c'est voilà, toute proche, c'est une voisine. Alors par contre, Proxima du Centaure, c'est pas une naine brune, c'est une naine rouge. Elle est plus grosse, quoi, c'est-à-dire c'est une vraie étoile. Elle est beaucoup plus petite que le soleil, mais c'est une vraie étoile. C'est comme les nains, hein, chez nous, hein. Ils sont beaucoup plus petits que nous, mais ce sont de vrais humains. Et autour de Proxima du Centaure, il y en a des planètes. Et du coup, la zone habitable de l'étoile doit être beaucoup plus proche. Ce que je veux vous dire, c'est que tout ça, ça fait du sens, ça existe. Par contre, il y a un truc qui cloche dans l'équation. Le fait que Yavin 4 soit si proche que ça de sa grosse planète, ou de sa naine brune, on sait pas, ça devrait causer des énormes effets de marée. Ouais, je fais pour les sourds et muets en même temps. Si vous voulez, on sait que quand une planète se rapproche de son étoile, ou une lune de sa planète, le côté qui est face à l'étoile ou la planète est plus attiré que le côté qui est opposé. Et ça fait un peu se tordre la planète, ce qui provoque des frictions en son centre, ce qui donne de la chaleur en surface. Et quand on sait que la planète Yavin, pas Yavin 4, mais la grosse planète Yavin a donc 26 lunes, et qu'on nous dit d'ailleurs qu'elles sont toutes quasiment de la taille de la Terre, ça veut dire que pour Yavin 4, il y aurait d'un côté l'énorme planète géante gazeuse qui a l'air encore plus grosse que Jupiter, et de l'autre côté les 25 autres lunes. Bon, elles sont pas tout le temps de l'autre côté, ça tourne bien sûr, mais comme il y en a beaucoup, il y en a quand même toujours plein qui sont de l'autre côté en même temps, quoi. Et ça devrait faire que Yavin serait finalement étiré des deux côtés quasiment tout le temps, ce qui provoquerait des frictions énormes en son centre, donc des immenses sources de chaleur en surface. En fait, sur Yavin 4, il devrait logiquement y avoir une énorme activité volcanique. Et ça, pour le développement de la vie, en matière de gaz qui sont rejetés dans l'atmosphère et même un peu de dangerosité pour le truc, t'avoueras que c'est quand même pas terrible. Et c'est d'ailleurs exactement ce qui se passe sur Io, un des 4 plus gros satellites de Jupiter, dont j'ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. Il est étiré dans tous les sens à cause de la gravité de Jupiter, et donc il y a plein de volcans partout dessus, c'est l'astre le plus volcanique du système solaire. Et il n'y a pas un pet de flotte à la surface. Alors que là, Yavin 4, elle ressemble plutôt à ça. On voit qu'il y a de l'eau un peu partout, donc en fait, c'est bizarre. En tout cas, voilà, en analysant tout ça et en se basant aussi sur ce qu'on connaît des planètes et des astres de notre système solaire, on se dit que Yavin 4, elle pourrait pas exister, ou en tout cas pas aussi proche de sa planète. Allez, parlons maintenant d'autres mondes dans lesquels on pourrait rencontrer un sacré paquet de mecs bourrés, enfin des chasseurs, pardon, les planètes ou les lunes forêts. Commençons avec celle qu'on découvre en premier dans le Retour du Jedi, la lune forestière d'Endor. Alors en fait, Endor, c'est au même titre que Yavin une planète gazeuse, et nous on va parler bien sûr de sa lune forestière. Elle est peuplée par tout un tas de créatures, mais surtout par une qu'on découvre qui s'appelle les Ewoks, un peuple des espèces de petits oursons ultra badass à la pointe de la technologie avec des putains d'armes de ouf, suréquipées et surentraînées en mode ninja. Allez, par exemple dans cette scène là où tous les Ewoks se lèvent d'un seul coup, il y a tous les ennemis qui sont au fond ici, et regardez où l'Ewoks va tirer. Putain, mais quel bouffon là. Alors sur la lune forestière d'Endor, les Ewoks ils sont quelques 30 millions, comme dans 30 millions d'amis. Ça leur va très bien, hein, regardez. Et d'ailleurs, contrairement à ce que les faux fans croient, cette lune n'est pas uniquement recouverte de forêt. Eh non les gars, pas du tout. Non mais si vous étiez des vrais fans, et que vous aviez regardé l'aventure des Ewoks et la bataille d'Endor, vous auriez vu que sur cette lune, il y a autre chose, il y a aussi des plaines, des rochers... Des montagnes et des forêts. Ah non, ça part loin, mais en même temps, c'est Johnny, tu peux pas tester. Et d'ailleurs, c'est marrant, il est aussi dit que sur Endor, il y a 5 saisons. Je sais vraiment pas comment c'est possible qu'il y ait 5 saisons, je veux dire, c'est un peu n'importe quoi. Oui, en même temps, dans Star Wars, il y a des sabres laser, hein, donc si tu veux, quelque part... Oui. En tout cas, une lune avec de tels paysages pourrait-elle exister? Et pourquoi pas, hein, encore une fois on peut tout imaginer, mais on retrouve le même problème qu'avec Yavin 4, étant donné la proximité de cette lune avec sa planète, il devrait y avoir encore une fois une forte activité volcanique, alors que là, ça a franchement pas l'air d'être le cas. En fait, c'est toujours un peu le même problème avec les lunes qui ont l'air d'être très proches de leur planète, hein. C'est difficile d'imaginer qu'il y ait des décors un peu luxuriants, alors que finalement, il y a une énorme activité géologique qui devrait y être. On aurait peut-être moins ce problème pour imaginer ce type de paysage si la lune était déjà une planète, mais surtout un petit peu plus loin de son étoile. Et comme de par hasard, c'est ce qu'on a avec la planète Kashyyyk. Kashyyyk est habitée par des Portugais, qu'on appelle aussi des Wookiees. C'est de là que viennent notamment Chewbacca et Emmanuel Chin. Au niveau de la taille, elle est quasiment jumelle avec la Terre, pour changer, puisqu'elle fait 12 765 km de diamètre, la Terre en faisant juste 23 de moins. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il est dit dans les archives que l'orbite de Kashyyyk est parfaitement circulaire, et que son axe de rotation est de 0 degré, c'est-à-dire qu'il est absolument droit.
contrairement à, par exemple, toutes les planètes du système solaire qui ont un axe de rotation plus ou moins penché. Et vous savez bien maintenant, on l'a dit et répété, que le fait qu'une planète soit penchée sur son axe de rotation provoque entre autres choses les fameuses saisons. Et si Kashyyyk a un axe de rotation de 0 degré et qu'en plus pendant sa période de révolution autour de son étoile elle est toujours à la même distance de lui, ça veut donc dire qu'il n'y a jamais aucune saison sur Kashyyyk et que la température est toujours la même quasiment partout, sauf éventuellement à l'équateur ou au pôle. C'est peut-être pour ça que d'immenses arbres ont pu y pousser à la surface, ou c'est peut-être pas ça du tout. En fait, j'en suis pas sûr, voilà, j'avoue que j'ai pas tout bien compris non plus. Le contraire serait étonnant. Pourquoi tu dis ça, chérie? Allez, après les forêts, les déserts. Les planètes désertiques, il y en a quelques-unes dans Star Wars, c'est d'ailleurs le cas de la toute première planète qu'on découvre dans le tout premier épisode de Star Wars, donc l'épisode 4 sorti en 77, Tatooine. Alors le truc à propos des planètes désertiques, c'est que si on devait vraiment les comparer à quelque chose de concret, elles pourraient bien ressembler à Mars en fait. Mais avec quand même une atmosphère beaucoup plus dense, parce que sur Tatooine ou les autres, il a l'air quand même d'y faire assez chaud. Alors que sur Mars, vous savez bien, c'est un désert glacial, et la température moyenne là-bas, c'est d'à peu près moins 60 degrés. Bah oui, mais l'atmosphère de Mars, elle est très fine, donc elle retient pas du tout la chaleur, l'effet de serre n'a pas marché. Alors que là, sur ces planètes, on n'a pas franchement l'impression qu'il fait froid, ou alors John Boyega joue super mal le mec qui a froid. Pourtant, c'est bizarre parce que sur Wikipédia, qui est le Wikipédia de Star Wars, c'est pas des conneries, c'est vrai, il est écrit que le climat de Jakku est un climat froid. Donc là, en fait, Finn, il a froid. Putain, les trucages, quoi, c'est trop bien fait, quoi. Alors, Tatooine, c'est d'abord la seule planète de toutes les planètes qu'on voit dans les films qui orbite autour de 2 étoiles. Ce qui a notamment donné cette scène absolument mythique du double coucher de soleil que Luke regarde en réfléchissant un petit peu et en se disant « Putain, faut vraiment que je me barre d'ici, sinon je vais encore finir puceau. » Enfin, je sais pas si c'est ce qui se dit, mais moi, en tout cas, c'est ce que je me dirais. C'est pour ça que je me suis barré de Dieppe. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on l'a jamais vu avec une meuf, le Luke. Il a toujours été tout seul. Je vous parle bien de l'univers canon, commencez pas à me sortir Maharaja et tous les trucs, elle est plus là. Cela dit, j'ai lu je sais plus quand là récemment qu'ils allaient peut-être l'intégrer finalement à l'univers officiel. Enfin bref, je sais pas ce qu'il a fait entre les différents films et puis surtout entre le retour du Jedi et puis le réveil de la Force, mais sur sa planète Ahch-To là, à part les porgs et puis les vilaines trucs dégueulasses là qu'on appelle les gardiennes là, les gardiennes je sais pas quoi, y a rien à garder. Franchement là, faut avoir faim, je peux peut-être le comprendre, mais j'espère pour lui qu'il a le wifi, parce que là, ça doit y aller, YouPorn. Tiens d'ailleurs, puisqu'on parle d'Ahch-To, je vous disais à l'instant que seul Tatooine orbitait autour de 2 étoiles. Mais en fait non, pas du tout, puisque Ahch-To aussi orbite autour de 2 étoiles. Et comme de par hasard, c'est la planète sur laquelle on retrouve Luke à la fin de l'épisode 7. L'histoire est tellement bien faite que George Lucas a inventé, entre guillemets, sans le savoir, une planète qui pourrait totalement exister. Et d'ailleurs, c'est même pas que ça pourrait exister, c'est qu'une planète qui orbite autour de 2 étoiles, ça existe. Oui monsieur. Ah, c'est tout de même un sacré visionnaire ce Giorgio. Eh oui, Star Wars est sorti en 77, alors que la planète dont on va parler maintenant a été découverte en 2011, 34 ans après, comme le nombre de planètes sur lesquelles vont tous les personnages dans les films Star Wars. Putain mais parmi les nombreuses exoplanètes qu'on a découvert, il en est une qui répond au nom de Kepler 16b. Enfin qui répond au nom, elle répond pas quand on l'appelle. Et de toute façon c'est nous qui l'avons appelée comme ça, mais si ça se trouve, il y a des gens là-bas, ils l'appellent complètement différemment. La preuve, vous prenez par exemple en Chine, les Chinois, ils s'appellent entre eux les Chinois, nous ici on les appelle les Niaques. De toute façon Kepler 16b, on l'appelle pas souvent comme ça, on l'appelle plus souvent Tatooine. C'est comme ça qu'elle a été surnommée avec l'approbation de George Lucas, et cette planète tourne bel et bien autour de 2 étoiles, comme Tatooine et Ahch-To. Le seul truc un peu différent, c'est que Kepler 16b serait très probablement une planète gazeuse en fait, de la taille de Saturne. Donc autant c'est à peu près facile d'imaginer qu'il puisse y avoir des organismes vivants sur Tatooine ou Ahch-To, autant sur une planète gazeuse, t'avoueras que ça sent un peu le sapin. D'autant plus que la température, il serait d'environ moins 100 degrés. Et quand il fait moins 100 degrés... Ne respire pas sinon tu gèles tout le monde. Par contre, il y a une autre planète qui pourrait être encore plus intéressante que Kepler 16b. Elle s'appelle THX 1138. Non, je déconne. Elle s'appelle SDSS 1557. Ah mais on n'était pas loin. Moi je trouve qu'ils auraient même pu faire un effort quand même. Ça aurait été un bel hommage. Et pourquoi je dis qu'elle est encore plus intéressante? Déjà parce que je fais ce que je veux. Et d'autre part parce que c'est une planète qui orbite autour de 2 étoiles, mais qui serait tellurique. Là on se rapproche de Tatooine là. Alors bon, la vérité c'est qu'on n'a encore rien trouvé d'officiel. Mais ce qui est à peu près sûr, c'est qu'il y a plein de corps rocheux qui orbitent autour de ces 2 étoiles. Et que, peut-être que, pourquoi pas, qu'on sait jamais, qu'il pourrait y avoir des planètes des planètes rocheuses qui se forment au fur et à mesure. Eh ouais. Bon, on n'en sait rien, mais en tout cas, c'est pas impossible. On dit toujours que la réalité dépasse la fiction, mais des fois elle la dépasse même de ouf. On a même découvert une planète qui orbite pas autour de 2 ni 3, mais 4 étoiles. Elle s'appelle PH1, et PH ça veut pas dire Paul-Henri, ça veut dire Planet Hunter. Ça envoie du lourd. Vous imaginez, on aurait 4 ombres au sol, et puis alors pendant les orages, on pourrait même avoir jusqu'à 4 arcs-en-ciel. T'imagines le mec de Double Rainbow comment il serait trop fan? Double rainbow all the way across the sky.
Et puisqu'on parle des planètes telluriques et désertiques, eh bien on peut tout aussi bien parler d'autres planètes de Star Wars comme Geonosis dans l'épisode 2, Jedha dans Rogue One ou Jakku dans l'épisode 7. Geonosis est une planète qui sert de quartier général pour la Confédération des systèmes indépendants, là, les séparatistes là. C'est là qu'ils se cachent et qu'ils construisent en secret une immense armée de droïdes pour aller faire la guerre contre la République, qu'on appellera plus tard la guerre des clones. Geonosis est habité par des espèces d'insectes géants qui parlent en rotant. Moi j'adore ça, je suis sûr que si j'allais là-bas, je pourrais communiquer avec eux très facilement. Et d'ailleurs ces espèces d'insectes là, quand on les regarde, on dirait un petit peu des grosses sauterelles. Ils en parlent même dans Independence Day. Hein, monsieur le président, à quoi ils ressemblent les habitants de Geonosis? Ils sont comme des sauterelles. Bah c'est ce que je disais. Geonosis ressemble beaucoup à Tatooine, d'ailleurs elles sont voisines, hein. Elles se trouvent à moins d'1 parsec l'une de l'autre. Hein. Par contre, il y a une différence notable, c'est que Geonosis possède un anneau qui serait la résultante d'une de ces lunes qui aurait été détruite par une comète. Ou ça pourrait aussi être à cause de la force des marées de Geonosis qui aurait déchiré le satellite. Alors c'est marrant parce que quand on voit les anneaux sur ce plan-là et qu'on les compare à ceux de Saturne par exemple, on voit que les structures des différents anneaux se ressemblent beaucoup. On a l'impression qu'ils ont pris la structure des anneaux de Saturne et qu'ils l'ont mis sur celle des anneaux de Geonosis, quoi. Encore une fois, ils se sont pas fait chier. Par contre, contrairement aux anneaux de Saturne qui sont faits de glace, bah ceux-là sont faits de roche. Et d'ailleurs, les cailloux sont très gros, hein, il y en a des énormes. Et ça nous donne des informations. Ça voudrait dire que l'anneau est certainement très jeune. Bah ouais, parce que s'il était plus vieux, toutes les collisions entre les différents cailloux feraient qu'au fur et à mesure, il serait beaucoup plus petit. Et même à force de collision, certains cailloux, même beaucoup de cailloux, sortiraient de leur orbite et iraient soit s'écraser sur Geonosis, je peux dire que t'as pas intérêt d'être en dessous quand ça arrive, soit partiraient de l'autre côté et se feraient finalement éjecter dans l'espace. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au fur et à mesure, l'anneau se viderait. Là, sur les images, l'anneau il est carrément fourni, quoi, avec en plus des morceaux de cailloux super gros. Donc ça veut dire que l'anneau s'est formé il y a vraiment pas longtemps, peut-être quelques années ou même seulement quelques mois. Et ouais, Obi-Wan il serait venu 1 an avant, peut-être qu'il y aurait pas eu d'anneau, mais il aurait pas pu se cacher et tout. Quand Jango Fett il le cherchait, peut-être qu'il serait mort et puis peut-être que il y aurait plus de Star Wars. En tout cas, vous voyez que quand on analyse le truc, on arrive à trouver des réponses assez cohérentes et on se dit que Geonosis pourrait peut-être exister. Et qu'en est-il de Jakku? Jakku est une planète désertique qu'on découvre dans l'épisode 7, qui serait peut-être la planète de naissance de Rey. Ça n'a pas été dit officiellement, hein. On attend de voir aussi ce qu'on apprendra sur elle dans l'épisode 9, mais en tout cas, c'est sur cette planète-là qu'elle a grandi. Jakku est une planète qui n'a que très peu d'intérêt, hein, si ce n'est qu'il y a eu une putain de bataille de ouf entre l'Empire et la Nouvelle République. On voit d'ailleurs les épaves des anciens vaisseaux qui sont tombés au combat. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que Rey suit une belle carrière de gitan, hein, en allant piller un petit peu toutes les épaves pour récupérer le cuivre. Il paraîtrait même que Kenji Girac vient de Jakku. C'est une planète qui ressemble encore énormément à Tatooine, hein, du désert et encore du désert. Ça peut tout naturellement nous faire penser au désert du Sahara, hein, qui se trouve sur Terre en Afrique du Nord. Pas étonnant que sur Jakku on voit des mecs qui essayent de chourer les trucs. Non mais c'est vrai, je veux dire, attends, demandez à Cartman. Il dit ça pour rigoler. Et la dernière, je déconne hein, les gars, la dernière planète dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelle Jedha. Jedha est encore une planète, ou plutôt cette fois une lune désertique, qu'on découvre dans Rogue One. Et d'ailleurs, contrairement à Jakku, c'est une lune hyper intéressante parce que c'est là que se trouvaient les tout premiers temples Jedi, et notamment le temple des Whills, c'est le gros truc qu'on voit là. En fait, Jedha était un endroit un peu de pèlerinage pour tous les gens qui croyaient à la Force. C'est pour ça notamment qu'on croise des mecs dans la rue comme Chirrut, un gars qui n'est pas un Jedi mais qui est sensible à la Force. Vous voyez là, ça tire de partout, et lui il marche normal quoi, c'est-à-dire que grâce à la Force, il arrive à passer entre les lasers. À moins que ce soit les Stormtroopers qui savent pas viser, mais bon, je doute. Franchement, ça s'est quand même jamais vu. Alors ce qui est intéressant et peut-être un petit peu plus crédible à propos de Jedha, enfin quand je dis crédible, encore une fois, c'est crédible en se basant que sur notre modèle à nous, c'est que cette fois, contrairement à Tatooine ou Jakku, Jedha a un climat froid, comme sur Mars. On voit qu'il fait quand même pas chaud, hein. Les mecs ont mis une petite laine, tu vois qu'il y a des gros trucs pollus en mode Wampa sur Hoth. Donc là, Jedha est une lune qui pourrait bien ressembler à Mars, voilà, désertique, climat froid, où la vie aurait pu se développer. En tout cas, ce qui est à peu près sûr, c'est que quand on parle de planète désertique au climat froid, étant donné le nombre de planètes qui doit exister dans la galaxie, Mars ça doit quand même pas être la seule. Donc Tatooine, Geonosis, Jakku et Jedha sont des planètes qui pourraient peut-être bien exister en vrai. Allez mes amis, on va s'arrêter là pour le moment, on a déjà vu pas mal de choses et on a encore beaucoup d'autres choses à voir. Et ça, ce sera donc pour la partie 2, dans laquelle on parlera cette fois des planètes telluriques glacées, hein, la température va encore descendre. On analysera des planètes comme Hoth, Vandor ou même la Starkiller Base. On parlera aussi des planètes océans comme Kamino,
Inferno, Acto ou Scarif, des planètes villes comme Coruscant, Ocean Prime ou Corellia, des astéroïdes comme l'anneau de Kephren ou Polis Massa, et aussi de toutes les autres planètes dont on n'a pas pu parler dans le premier épisode. J'espère que vous comprenez pourquoi je décide de traiter ce thème en 2 parties. La partie 2 arrivera dans 2 semaines, c'est-à-dire pas dimanche en 8, mais dimanche en 15. Avant de vous quitter, faut que je vous dise 2 choses, un petit peu d'actu. D'abord, si vous êtes dans la région de Toulon, sachez que je ferai une conférence dans le cadre de l'exposition Jules Verne des Abysses aux étoiles. Ce sera le samedi 9 novembre et ça se déroulera à Toulon et au Bosset. Voilà, vous regardez, tout est sur internet. Si vous avez envie de venir me voir, vous êtes les bienvenus. La deuxième chose, c'est que je serai également présent à la 3e édition du Retro Geek Festival les 16 et 17 novembre à Vesoul. Toutes les infos sont sur leur site et leur page Facebook, il y aura d'autres youtubeurs aussi qui sont plus axés jeux vidéo, mais on est dans du geek, donc c'est plutôt cool. En tout cas, si vous êtes dans le coin et que vous avez envie de venir boire une bonne pinte avec moi, il y a carrément moyen de moyenner. Allez, je vous laisse, j'ai encore du boulot, maintenant faut que je monte la partie 2. Bisous tout le monde, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, c'était Yann Solo sur 12 par sec. Ciao.